Vous savez, j'adore la SF, hein. Des fois, c'est pas très drôle ce que je lis. Du coup, je le partage parce que la misère aime la compagnie. De rien. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Depuis ses débuts, la science-fiction a toujours eu pour but d'offrir un avertissement sur nos actions et les conséquences que celles-ci pourraient avoir dans le futur, que ce soit socialement, technologiquement ou scientifiquement. On en a déjà très brièvement parlé dans ma vidéo sur le futur en SF, avec le concept de collapsologie et avec le post-apo plus généralement. Mais la SF a toujours eu un certain attrait pour ce genre de questionnement. Et tout cela nous emmène au sujet du jour avec l'écologie en SF. Vaste sujet s'il en est, et particulièrement depuis la fin des années 90. Soit le moment où on s'est tous à peu près collectivement dit que ça sentait sévèrement le pâté. Vegan. Et bien sûr, un sujet sur lequel on peut définitivement en dire beaucoup en termes d'avertissement bien salé, comme des chips. Et en même temps, on le verra, un espace d'échange sur les potentielles solutions que la science pourrait nous offrir dans les années à venir. Tout d'abord, commençons avec un traditionnel exemple. La parabole du semeur, parce que oui, je fais gaffe au titre en VF maintenant, ou Parable of the Sower, premier livre de la saga Earthseed en anglais, est un livre sorti en 1993, traduit en VF en 1995, et écrit par l'autrice américaine Octavia E. Butler, dont je parle, je l'avoue, trop peu sur cette chaîne, alors qu'elle rocks absolument fois 1000. Le livre se passe en 2024 où la société américaine, voire même mondiale me semble-t-il, même si on se concentre sur les US uniquement dans l'histoire, a connu un effondrement à cause du changement climatique extrême. Lorraine Oya Olamina, une adolescente noire de 15 ans, ayant la capacité de ressentir les émotions d'autrui et vivant dans une communauté protégée par de hauts murs, apprend tout ce qu'elle peut pour pouvoir survivre en dehors. Parce que, ça ne loupe pas, en 2027, ils se font attaquer et elle et deux autres survivants sont les seuls rescapés du massacre. Persuadée que le but de l'humanité est de quitter la Terre, à travers une doctrine qu'elle a appelée Semence de la Terre, elle tente de fédérer d'autres adeptes et de créer une communauté autour de cette idée, donnant un nouvel élan d'espoir et l'aperçu d'un futur vers lequel travailler. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces livres sont extrêmement durs. J'ai lu sur Goodreads un de mes abonnés le décrire comme épuisant, et j'avoue que c'est un mot qui leur va bien. Sûrement le plus beau travail de Butler, brillant de réalisme, d'horreur, mais aussi de beauté et de splendeur. Poétique et cruel, il m'a vraiment fait penser à The Road sur certains aspects, que vous connaissez sûrement tous. On y voit l'étendue du désespoir des citoyens lambda, abandonnés de toute figure de gouvernement, la police ou les pompiers ne se déplaçant que contre paiement, l'argent venant à manquer, et la criminalité et l'esclavage, plus que jamais le quotidien des États-Unis. Alors que le président en place promet de rendre l'Amérique de nouveau grande. Ça vous rappelle un truc, c'est pas de ma faute. Un livre qui offre donc un point de vue plutôt alarmiste sur le futur, la vision d'une civilisation qui s'effondre sur elle-même, avec toutes les horreurs que cela implique et qui est parfois douloureuse à soutenir. Un livre pas à mettre entre toutes les mains. Et je ne dis pas ça en vain, écoutez-moi quand je vous parle. Pourtant, à travers le rêve de Lorraine et sa doctrine de revenir à une vie plus simple, en harmonie avec la Terre, elle sait également offrir un espoir qui parle au plus grand monde. La vision d'une vie certes difficile, ancienne, dépassée, au rythme d'une nature désaccordée, mais qui apporte bien plus que ce pseudo-capitalisme qui ne tient plus sur ses pattes et brise tout le monde sur son passage. Le livre présente également l'échec de nos sociétés basées sur le profit d'une manière simple mais poignante, notamment en démontrant que certaines corporations florissent dans ce monde et que de nombreuses institutions existent encore malgré le chaos décrit. Deux mondes si vastement en opposition qu'il est difficile d'imaginer qu'ils appartiennent à la même histoire. Et pourtant si actuel que cela rend le livre encore plus difficile à lire. En bref, une pépite que je vous conseille pour son impact et sa justesse. Petit warning, cependant, encore une fois, si vous avez des difficultés avec la violence, certains moments sont un peu hardcore.
Laissez-moi vous introduire au concept de cli-fi, ou climate fiction, un sous-genre de science-fiction abordant plus spécifiquement le thème du changement climatique. Un thème qui, pour le grand public, a plus ou moins commencé à voir le jour avec le film Soylent Green, sorti en 1973, et qui, franchement, au vu des températures qu'on a eues encore au mois d'octobre, est fichtrement pas loin du compte au point où c'en est vraiment flippant. Cependant, une des premières œuvres à avoir touché au sujet est bien sûr Dune, Herbert ayant dédié sa préface aux écologistes, et ce notamment avec le travail de Keynes et de son père, premier écologiste de la planète, et travaillant vers sa terraformation, en créant un écosystème équilibré où tous les éléments, même les vers géants, sont pris en compte dans ce nouveau paradigme. Il était persuadé que la clé pour une meilleure éducation écologique du grand public était la compréhension des conséquences du changement climatique sur les écosystèmes. Il le dit de manière assez claire en exposant l'idée que l'homme et son activité sont telles des maladies pour les planètes foulées par l'homme, tout en appuyant le fait que l'homme pouvait être le gardien des écosystèmes si les peuples étaient éduqués dans cette voie. Intéressant d'ailleurs de noter que je vais peu parler de films dans cette vidéo, parce qu'en fait la cli-fi n'est abordée que pour son côté post-apo un peu bourrin au cinéma, à base de Waterworld ou autres jours d'après, et beaucoup moins pour son côté scientifique ou prise de conscience réelle. On s'interroge beaucoup moins sur les causes et les solutions potentielles dans les films, ou alors de manière très détournée, sûrement un souci de médium plus que d'intérêt. La cli-fi est un genre souvent alarmiste, offrant une problématique qui part souvent d'un postulat déjà étudié, comme par exemple la montée des eaux pour Flood de Stephen Baxter, le réchauffement climatique pour Ministry for the Future de Robinson, ou Time encore de Baxter, ou encore Don't Look Up, ou les dégâts de la surpopulation dans Tous à Zanzibar. Alternativement, elle propose parfois, en parallèle d'une vision d'un potentiel futur pas très foufou, des solutions pour se sortir de l'impasse, comme c'est le cas avec le ministère du futur de Robinson, où les générations futures ont autant de droits que les générations actuelles, et où c'est le devoir de l'humanité d'offrir un futur décent aux prochains humains. Voire même Wall-E, où les humains travaillent ensemble à leur retour sur Terre pour nettoyer la planète. Ou même, soyons fous, la réduction de downsizing, tiens. Pourquoi pas? C'est pas plus con que de construire des arches pour sauver 1% de la population à la 2012 ou transpercer neige, je vous ferai dire. Bon, ok, c'est une comédie, ça n'a aucune valeur scientifique, mais on aurait au moins l'intérêt d'avoir quelque chose d'un petit peu nouveau. Et surtout de parler d'un sujet somme toute assez grave qui nous touche tous d'une manière un peu plus légère, et pourquoi pas nous faire avoir une réflexion sur nos habitudes de consommation. Et c'est suffisamment rare à Hollywood pour ne pas trop taper dessus. Pour un petit peu plus de joie, wouhou, parce qu'on s'amuse trop sur Horizon Universe, surtout avec ces sujets, Hello, darkness, my old friend. Je vous conseille le film court Pumzi de Wanuri Kayu, un film qui parle de la régénération environnementale de l'Afrique et qui offre une petite pépite d'espoir dans ce manque général de bonheur qu'est cet épisode. Mais bon, en règle générale, si vous flippez déjà de votre avenir, la cli-fi n'est pas vraiment pour vous. Il est rare que ces histoires offrent une alternative positive, voire même plutôt le contraire. Déjà que je suis insomniaque, pourquoi je me force à faire des trucs comme ça, moi ? Il est devenu presque cliché de dire que nos sociétés deviennent la science-fiction d'hier. Les technologies de l'information, la robotisation de l'industrie, la médecine avancée, tout cela était encore bien flou dans les années 70, et plus que jamais une réalité pour nous autres hommes des années 20. 2020, les années 20, ça se dit. Et si la SF a toujours eu un temps d'avance en tentant de nous prévenir et de nous préparer au futur, il y a difficilement des questionnements plus pesants que celui du changement climatique et de l'écologie, tant tout cela modifie complètement nos modes de vie. Et même avant que la question écologique ne soit à l'honneur dans les médias, la SF avait déjà conceptualisé notre planète comme un objet changeant, aux impératifs différents des nôtres. Bien que les hommes soient rarement la cause, plutôt la victime dans ses premières œuvres, comme dans Death of Brass de Christopher, sur lequel Nolan a allègrement pompé pour son Interstellar. Il est temps de le dire. Parce qu'une des remarques que l'on peut faire sur les œuvres traitant d'écologie en SF de manière plus moderne, c'est bien que la grande majorité d'entre elles portent une grande attention à l'impact de l'homme sur la Terre et sa part de responsabilité dans l'histoire. En gros, c'est de notre faute et bien fait pour notre gueule. C'est par exemple un ressort utilisé par Paolo Bacigalupi, connu comme le Master of Disaster et appuyant sur les conséquences désastreuses des actions humaines dans un futur proche. Que ce soit dans Interstellar, Bourne, Oryx and Crake, The Fifth Season, La planète des singes, Book of Collie, ou bien même un de mes nombreux némésis, Wool, nous avons bien niqué la planète et nous en subissons les conséquences. Et c'est rarement venu d'une cause complètement extérieure à nous, à la Annihilation ou Project Hail Mary. Et j'ai envie de dire, encore heureux, au moins ça offre de perspectives de changement, n'est-ce pas ?
Dans ces histoires, l'impact humain est discuté de manière très frontale, surpopulation entraînant une surproduction et donc des gaz à effet de serre, et tous ces désastres en chaîne que nous connaissons ensuite, la plupart du temps quand ce n'est pas à cause d'une bonne grosse guerre nucléaire des familles. C'est simple, efficace, suffisamment documenté pour pas trop se planter, et en plus très dans l'air du temps, le lecteur/spectateur étant lui-même de plus en plus conscient de son impact environnemental et des risques associés à la surconsommation. C'est aussi utilisé dans Avatar, par ailleurs, où on fait bien comprendre que détruire la nature, c'est pas sympa non plus chez les autres, où on nous dit d'ailleurs dans une scène coupée que la Terre est absolument ravagée par l'industrialisation, un des rares commentaires cool de ce film qui a été bien sûr supprimé. Cependant, pour changer un peu, la responsabilité de l'homme est aussi engagée de manière différente dans certaines histoires. Dans Kaiju Preservation Society de John Scalzi, sorti en 2022, une ONG prend sur elle de protéger les kaiju, oui, des kaiju, à la Godzilla, vous avez bien compris, en les surveillant et en les étudiant pour les empêcher de passer de notre côté du métavers. C'est un petit peu barré, mais le commentaire écolo de protection de l'environnement passe plutôt bien. Et il est assez fun à lire en plus. Le problème du réchauffement climatique est que c'est une question scientifique complexe que le citoyen lambda peut difficilement comprendre sans entraînement. De plus, il est peut-être compliqué de se représenter un futur plus ou moins proche et les différents changements politiques, sociaux et économiques nécessaires à une meilleure approche du problème climatique. En 2016, 97% des scientifiques s'accordent à dire que le réchauffement climatique est une réalité et que l'homme en est la cause. Pourtant, seulement 70% des Américains comprennent que le changement climatique est en cours, et je pense que c'est le même chiffre en Europe, et 40% sont persuadés que les médias montrent le changement climatique comme plus inquiétant qu'il ne l'est réellement, 11% pensant même que le changement climatique n'existe tout simplement pas. Des chiffres qui font franchement peur, et même si je ne les ai pas trouvés en Europe ou en France, ils doivent pas être bien différents. La SF a toujours endossé le rôle de visiteur du futur. Si tu ne recycles pas tes déchets, voilà ce qui va se passer! J'utilise des cotons réutilisables. Calme-toi. Un refrain que l'on entend, en tout cas pour les millennials comme moi, depuis notre enfance, et qui fait véritablement partie de notre quotidien. Il est donc facile d'oublier à quel point ces questionnements étaient novateurs à la sortie d'œuvres comme Dune, ou encore La planète des singes, et à quel point le réchauffement climatique et la question écologique sont relativement neufs dans le discours politique et citoyen quotidien. Et c'est sans compter la propension des pro-capitalistes à crier à la fake news quand on essaye d'expliquer que la croissance ne peut pas être infinie avec des ressources limitées. Ça, c'est ce qu'on apprend en première ES, hein. Il serait peut-être temps de vous mettre à la page, les gars. Dans cette optique, la SF peut aider à imaginer, comprendre et pourquoi pas apporter des solutions à de nombreux problèmes et particulièrement au réchauffement climatique, en usant de ce que les anglo-saxons appellent possibility thinking, aux réflexions des possibles, peut-être en français, permettant aux individus de réfléchir sur l'état du monde en plaçant le lecteur dans un monde proche, futur, où sont présentées les conséquences des actions présentes, forçant ce même lecteur à revoir sa pensée et à prendre action. Pacific Edge de Robinson, encore lui et toujours, aide par exemple à envisager un après-énergie fossile. L'idée avec ce sous-genre et ses œuvres n'est pas d'opposer bêtement utopie et dystopie, ou de créer de la peur, voire même de faire la morale, mais d'offrir un coup d'œil sur les possibilités et challenges futurs, et comment les dépasser et peut-être en sortir meilleurs, comme pour tous les autres thèmes que l'on a déjà pu explorer ensemble. L'écologie en SF a une place vraiment à part, parce qu'elle touche à quelque chose de très sensible. Encore plus que l'autre ou la robotisation de nos sociétés par exemple. Elle requiert un changement radical dans nos modes de vie et de nos perceptions économiques, sociales et politiques. Un changement que beaucoup considèrent comme trop important et qui fait peur à juste titre. À mi-chemin entre le pamphlet politique et le film catastrophe, ces œuvres sont souvent alarmistes et alarmantes et difficiles à digérer par le grand public. Mais comme tant d'autres thèmes, un mal nécessaire. Et ce, tant au niveau individuel que gouvernemental. Et si l'on a écouté Star Trek sur des messages de vivre ensemble et d'acceptation de l'autre, même si c'est pas encore acquis, il serait peut-être temps de faire de même avec Butler, Robinson ou même James Cameron. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un sujet qui est très difficile. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement éco-anxieux, enfin d'anxieux en règle générale, mais penser à ce qu'on va voir dans les 20, 30 ou 40 prochaines années, c'est le genre de choses qui me tiennent rapidement réveillée la nuit. C'est pour ça que la mélatonine, c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le sujet un petit peu lourd. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que c'est un sujet que vous recherchez en science-fiction ou dont vous aimeriez peut-être en savoir plus? Voilà, quelques pistes du coup de lecture si jamais vous ne les connaissez pas. Si jamais, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Goodreads où je suis très active. Si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie, n'hésitez pas également à donner sur Tipeee. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.